Ce mec-là, c'est Ruben. C'est le CEO de l'agence Follow et il fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Si tu ne connais pas Follow, c'est tout simplement l'une des plus grandes agences d'influence en France. C'est une centaine de collaborateurs et des talents comme Paola Locatelli, Maya Dorable ou encore, plus récemment, Cédric Doumbé. Autant te dire qu'on est dans le top 0,1% des agences. Mais Follow, c'est aussi une certaine vibe, une DA qui fait sa force. Ruben et ses associés ont réussi à changer le game de l'influence et à marquer leur génération. Et ça tombe très bien puisque dans le cadre du Charbon, mon incubateur d'agence, j'ai eu l'occasion et la chance de l'interviewer. Normalement, ce contenu n'aurait jamais dû sortir au public, il aurait dû rester privé et réservé aux membres du Charbon. Mais quand on a vu la masterclass que c'était, on s'est dit qu'on pouvait pas le laisser privé. On a donc appelé Ruben et il était chaud. Donc prépare-toi à visionner 1 heure d'interview de très haut vol. Prépare-toi à être inspiré et prends limite un carnet de notes pour noter ce que tu vas entendre parce que les conseils qu'a donné Ruben dans cette interview, j'aurais payé très cher pour les entendre quelques années plus tôt. Allez, je te laisse avec l'interview. Et n'oublie pas de t'abonner et de me dire ce que t'en as pensé à la fin en commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à vous les gars pour l'invitation. Moi je m'appelle Ruben Cohen, j'ai 33 ans. Je suis le cofondateur de l'agence Follow, qui compte aujourd'hui près de 100 collaborateurs. On a près de 1200 annonceurs à notre actif. 34 créateurs en exclusivité, bientôt 65. Il y a plein de belles nouvelles qui arrivent. Et voilà, on va dire que je suis un garçon dynamique, qui est passionné de la vie, des rencontres, des gens, fan de foot et de théâtre. Je fais beaucoup de théâtre. Et voilà. Ok, tu supportes qui au foot? Marseille. Oh putain. Ouais. J'allais dire point commun, du coup je retire ce que je pense. Vous attendez à Paris? Ah, moi je suis. Moi j'aime pas le foot. Ah, bah, vous avez gagné, bravo. Ouais, on vous a tapé. Rien à dire. Ouais, ok. Intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire? À chaque fois, je pose la question. Ouais, bien sûr. Mon parcours scolaire, franchement, banal. Banal parce que chaotique. Tu te rattaches à un truc pour avoir tes bonnes notes, pour être le plus sérieux possible. J'étais très mauvais à l'écrit. J'y arrivais pas. Mes parents essayaient de m'aider en prenant des cours particuliers. J'avais un gros problème de concentration. J'étais très curieux, voire trop curieux partout. Donc en fait, tu sais, j'étais très vite dissipé. C'était mon oral qui compensait mon écrit. Et j'étais parmi les derniers de la classe. Je le vivais bien parce que j'étais très sociable. Tu sais, j'étais délégué. J'étais délégué alors que j'étais dernier. Tu vois, un peu le genre d'élève. Parce que voilà, je m'entendais bien avec tout le monde. Je participais beaucoup. Et en fait, si tu veux, c'est juste que dès que je rentrais à la maison, j'avais du mal à me canaliser, à faire mes devoirs, etc. Donc, à chaque fois, grâce à l'oral, je passais de classe en classe, de sorte à ce que j'ai jamais redoublé. Donc voilà, c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai fait du théâtre. Pendant 9 ans, ça m'a énormément aidé. T'as commencé au lycée ou... Ouais, j'ai commencé, tu sais, à l'école, quand ils te proposent, ils te disent « Ah, il y a les cours de théâtre, toi tu vois le truc genre Molière et tout ça, c'est pas bon délire du tout. » Et en fait, c'était des impros, sur des cours d'expression, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du théâtre? Honnêtement, tu sais, c'est des délires de gamins où je trouve qu'à l'école, beaucoup de choses se passent dans la cour de récré. Beaucoup de choses. Ouais. Le potentiel des élèves. Et en fait, si tu veux, moi, je me suis un peu découvert en cours de récré, déjà par le football, tu vois, et ensuite par les activités qu'ils proposaient. On proposait en bas, c'était au dernier étage, un prof qui venait et qui donnait cours tous les mercredis soirs. Ce prof, il s'appelait Laurent Pitigliano. J'ai été une fois avec mon pote en mode délire, tu vois. Ouais, genre, ouais, ok. Et tu vois une scène, tu vois 7 chaises, tu fais un cours. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. T'avais en fait, je sais pas, c'était une sorte de... Je sais pas, je saurais pas comment t'expliquer, où tu te lâches sur scène. Et en fait, tu te laisses aller, tu te laisses traverser. Et tu fais un cours où tu rigoles bien. Et où tu te rends compte que sur la scène, tout est possible. Puis 2 cours, puis 3 cours, et puis après tu te laisses prendre au jeu, et après il y a une troupe qui se crée, et après il y a des liens qui se créent, et après c'était un endroit où je me sentais extrêmement bien. Et j'en ai fait pendant 9 ans. Okay. Donc voilà, mais à cause du théâtre, du coup, j'ai failli ne pas avoir mon bac, parce que je me suis embarqué dans une troupe, on jouait au Théâtre du Nord-Ouest dans le 9e. T'as câblé en fait. J'ai câblé, je faisais des représentations tous les jours, et finalement j'ai eu mon bac. Après la fac, j'ai été à Tolbiac, catastrophe. Parce que j'étais un élève dissipé, donc en fait, la fac, quand tu penses que tu vas te gérer... Il n'y a personne pour te cadrer. Personne pour te cadrer, que tu sois là ou pas, le prof, on n'a rien à foutre. Donc au bout de 6 mois, j'arrête la fac. Après, parcours classique d'école de commerce. Je fais un crédit.
et je fais l'ESG. Ça dure 3 ans. Je pars à Barcelone, je reviens, j'arrête l'ESG, je tente des business, dont des bombers pour les écoles de commerce. Ah ouais. Et ouais, c'est là où mes aventures entrepreneuriales ont démarré. Et voilà, parcours classique. Après, j'arrête tout pour me lancer dans ma première expérience en tant que salarié. Ma seule et unique d'ailleurs en tant que salarié, c'est l'aventure RAD, rad.co, vous devez connaître. Ouais. Les suites à messages. Donc voilà. Ok. J'ai fait 2 ans de G. T'as fait 2 ans Ouais, où ça j'ai fait à Bordeaux. Non, à Bordeaux. Ah, à Bordeaux, ok. Ouais. Et alors, bon. Ouais, en fait, j'ai lancé ma boîte pareil quand j'étais en première année d'école. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'ai dit, Bye. je sais pas ce que je fous là. Donc, Ouais, pareil. Et puis, c'est moi qui payais l'école. Donc, en fait, Ouais, quand ouais, tu aussi. payes ton école, tu De te ouf. dis, en fait, pourquoi je mets les sous là. Et du coup, tu fais un Complètement. ratio. Ça change rapidement. beaucoup quand tu payes, je suis d'accord. Ouais, tu vois, ton parcours scolaire, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus bas, 10 étant le plus élevé, t'estimerais que ton parcours scolaire, il t'a servi à combien aujourd'hui dans ta carrière entrepreneuriale, tu vois? Alors, quand tu dis parcours scolaire, tu Ouais, parles d'avant le bac, tu as encore. J'englobe. Après, le primaire, c'est pour tout le monde pareil. J'englobe mais je ton pense que lycée, ton étude sup. Ouais, voilà. Et lycée, études sup, ouais. En fait, c'est une bonne question parce que tu vois, j'aurais tendance à te dire, sans recul, à te dire franchement, je n'arrive pas à voir le lien, j'arrive pas à voir ce que ça m'a appris aujourd'hui. Et en fait, si tu remarques bien, quoi qu'on dise, l'école, ça te permet de structurer une pensée. Je pense avoir aujourd'hui beaucoup de lacunes parce que sur certaines matières, sur certains sujets, j'étais complètement largué. Et en fait, si tu veux, quoi qu'on dise, on peut te parler des maths, te dire que ça te servira à rien, de te dire que moi aussi, des cours à l'ESG qui me servaient à rien, je ne comprends pas. Je pense que le global, c'est que ça structure une pensée, ça te crée des liens, parce que tu rencontres des élèves tous les jours, ça te crée des liens, ça t'apprend certaines choses, ça t'apprend à te démarquer. C'est des trucs que tu vois pas directement, tu sais, tu as tendance à voir les matières. Donc je pense que ça m'a quand même appris sur une échelle de 1 à 10, je te dirais, en tant que structure de pensée et en tant que presque développement personnel, je te mettrais une bonne note, je te mettrais un 7-8. Ok. Mais sur tout le reste, Ouais. compliqué quand même de mettre une note à ça. Tu le mettrais compétences techniques peut-être un peu plus bas et sur le reste Ouais, plus compétences haut. techniques, tu sais pas. quasi, Ouais, quasi on a nul. rien appris, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après tes premières aventures entrepreneuriales? Comment ça se passe chronologiquement jusqu'à arriver à la création de Follow, du coup? Première aventure entrepreneuriale, je crée une marque de bombers. Donc en fait, on arrive et je pense que toute aventure entrepreneuriale démarre sur un constat, sur une observation, sur une certaine curiosité où on arrive en école de commerce et on regarde. Je suis avec un pote qui s'appelle Dave et un autre qui s'appelle Alex. Et on regarde un peu autour de nous et on voit que les élèves, tu sais, les BDE, BDA, c'était un nouveau délire pour nous. Et on se rend compte que les élèves sont prêts à acheter des suites à 60 balles, des suites horribles. Avec un vieux logo. Avec ouais. un vieux logo. Ouais. Et je pose la question un jour, toujours, voilà, ce truc de curiosité. Combien de suites vous vendez à combien d'élèves? Et il me dit, bah là, en fait, on a fait 1200 suites pour tous les élèves, Ouais, c'est ouf. Ouais. à 60 balles le suite. Et là, Vous je me achetez dis, combien? c'est quoi ce délire? Vous achetez combien? Et 10 je vais voir mes balles. potes. Je dis, ok, ben, enfin, en plus, les suites, c'est surtout que les suites étaient affreux. T'es Que pour- moi, je voulais pas les acheter, en fait. Et là, j'avoue, premier business qui s'appelait CBN, donc les initiales de nous trois, rien de très Ok. original. Et c'est notre premier business. Voilà, on démarre l'aventure, ça dure 1 an. On livre à l'ESG, du coup, première école. On livre Galerie 66, un magasin. On a été voir un magasin. On faisait des bombers personnalisés, tout simplement. Ok. Gestion catastrophe, pas de com, bon, je te passe tous les trucs. On arrête au bout d'1 an. Et après, s'ensuit avec mon associé actuel, Samuel Skalowski, que j'embrasse, je sais pas, une dizaine de business qui n'ont même pas vu le jour. Voilà, des idées plus catastrophiques les unes que les autres. Du tableau 3D en passant par des chargeurs multicolores, réparation de téléphone. On a tout essayé, Ok. rien n'a marché. Voilà. Ça a duré combien de temps, ça? Ça, c'était une période de 2 ans, je pense, pendant 2 ans. Les chargeurs Mais multicolores. tu vois, mais c'est important aussi de le voir, parce que personne n'en parle ça. Ouais. Mais tu vois, si toi, t'as galéré pendant 2 ans, T'es un bêta c'est testeur, normal en en fait. fait que les gens Ouais. galèrent. Ah non, mais c'est même pas C'est vrai que galéré. t'as testé plein de trucs Ouais, différents ça en me fait fait. rire. Ah non, mais c'était. T'es pas parti direct sur du service en fait. Non, pas du tout, T'as pas du vendu tout. des produits. Ouais, pas du tout. J'étais pas du tout sur du service. La preuve, voilà, exactement, que du produit. Et en fait, il y a plein de choses qui ont fait que je me suis dirigé vers le service. Mais donc, du coup, tout de suite après, je suis parti 1 an en Espagne, mon échange Erasmus, Ouais. à Barcelone, où là, j'ai l'impression que pendant 1 an à l'étranger, j'ai appris plus que pendant mes 5 ans d'études.
Parce que tu es livré à toi-même, tu apprends une nouvelle langue, tu rencontres de nouvelles personnes, ça te permet de t'ouvrir les yeux sur plein de choses. Tu galères parce que tu payes toi-même, et en fait tu galères. J'avais pas un rond à Barcelone, je me souviens. Samuel venait me voir, et dès qu'il venait me voir, c'était pour me filer des thunes, parce que j'en avais pas, et pour qu'on bosse sur nos projets. Mais bon, les projets, voilà. Et en fait, c'est en rentrant d'Espagne que je lui parle de RAD, en fait, et là je démarre l'aventure RAD. Ok. Tu vois, je crois qu'on était en 2016. Et tu démarres en tant que salarié. Je suis le premier salarié. Ok. Premier salarié de la boîte. Et en fait, je parle à Samuel qui revenait de New York et je lui dis viens bosser avec nous. Il se passe un truc de ouf avec RAD. Ils sont nés sur Facebook. Il y a un engouement qui est en train de se créer. Et pareil, c'est un peu du produit. Enfin, c'est du produit complètement. Et j'ai fait, je crois, 6 ans chez RAD. Ok. Voilà, j'ai fait 6 ans là-bas. En fait, je te dis des conneries, c'est pas 2016, c'est 2012. Puisque, en fait, Follow a démarré en 2016. Et moi qui ai toujours été passionné par le service, c'est-à-dire que quand j'allais dans des endroits, dans des hôtels, en vacances, le service me fascinait. C'est-à-dire que je trouve que créer des business pour améliorer la vie des gens, entre guillemets, tu vois, la vie des gens, la vie des pros, perso, peu importe, me fascinait. Et ça m'avait toujours attiré, mais encore loin l'idée de Follow pour l'instant. C'est marrant parce qu'au début de tes études, tu as quand même un soupçon entrepreneurial, donc tu commences à quand même créer des trucs. Tu deviens salarié. Et pourquoi après déjà, comment se passe ton aventure de salarié et qu'est-ce qui fait qu'après, tu restes 6 ans quand même. Tu bascules, ouais. C'est quand même solide, 6 ans. C'est solide, ouais. T'arrêtes au bout de 6 ans et là, tu pars direct sur du business. Pourquoi tu restes pas salarié en fait? Alors, si je suis arrivé salarié, c'était un peu par hasard. Clairement, j'avais un problème d'argent. J'étais un jeune, il fallait que je parte en vacances. J'avais pas d'argent, je remboursais mon école. Et en fait, si tu veux, par la rencontre d'une rencontre, je comprends qu'il y a une personne qui va monter une boîte qui s'appelle RAD avec 2 associés et il cherchait un mec. Donc en fait, si tu veux, amené comme ça, je rentrais dans une aventure où il n'y avait pas encore d'employés, j'étais un peu le premier salarié. Et je le voyais pas en mode salarié, je rentrais dans l'aventure en fait. Et plus entrepreneur que exactement. Et beaucoup d'ailleurs pendant l'aventure m'ont pris pour le cofondateur de RAD, parce que je n'étais pas du tout. Mais en fait, comme j'ai vécu la boîte, c'est-à-dire je mangeais, je dormais, je chiais, désolé de l'expression, mais j'étais sur RAD H24. Et alors que c'était pas ma boîte, j'avais pas de part. Et donc c'est un peu ce mindset-là qui m'a animé et j'étais pas en mode je suis salarié. Parce que ça, effectivement, c'était pas trop dans mon ADN. J'aimais bien créer, j'aimais bien sortir du cadre, ne pas avoir de limites. Et RAD me le permettait. Pour te dire, RAD, j'ai dû faire 8 postes différents. Donc c'est ça un peu qui m'a animé. C'est de l'entrepreneuriat en fait. Mais non, c'est pour ça que je me posais la question de... je démarre dans ma tête un truc d'entrepreneur, je repars salarié, je refais entrepreneur. Et c'est rare d'avoir des mecs qui ont le trou salarié au milieu de 2 trucs entrepreneuriaux. C'est spécifique. Là, du coup, la nature du poste te permet d'avoir quand même le... Et surtout que les trucs entrepreneuriaux dont tu parles, ils étaient quand même... Enfin, à part les bombers, c'était vite fait, quoi. C'était vite fait. C'est-à-dire je disais, mais... on est éclaté au sol. Je disais à Sam, en plus, la plus drôle de l'histoire, c'est que c'est mon associé d'aujourd'hui avec qui j'ai monté Follow. Et je lui dis, mais on est éclaté au sol. Frérot, mais en fait, on n'a jamais été plus loin que la création. Le pire truc qu'on a fait, le plus loin qu'on ait fait, c'est qu'on a acheté un tableau en 3D. C'était à l'époque notre idée de business de 3D. On l'a acheté, il était là. Voilà, basta. On n'en a rien fait, on l'a mis sous le lit. Donc vous êtes passé de rien à créer Follow direct. Donc Follow, ça a été direct la première réussite. Première réussite, première vraie aventure entrepreneuriale, que ce soit pour Sam, pour moi, pour Nathan, pour Hub. Et en fait, moi j'étais chez RAD, j'avais fait mes... entre 5 et 7 ans, parce qu'il y avait des moments où je reprenais mes études et en fait le PDG de RAD voulait que je reprenne et j'ai géré l'influence là-bas pendant 2 ans et demi, 3 ans. On était les premiers à faire de l'influence. Ah, c'est comme ça, ok. C'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, en gérant l'influence, 1 an, 2 ans, 3 ans, faire des collabs avec Adèle, avec Necfeu, avec Clara Martz à l'époque, avec Enjoy Phoenix. C'était tout le début, tu vois. Il y avait personne sur le marché à part Daniel Wellington qui faisait du code promo à l'époque. Je me rappelle de ça, putain. Redéblocage de souvenirs. C'est un délire, c'est un délire. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a donné envie. Là, pour le coup, pareil, analyse. J'avais un peu d'expérience chez RAD. Je connaissais un peu ce métier-là et je me suis dit,
je pense qu'il y a un truc à faire. Tu vois, l'idée, elle est pas dingue. Hein. Quand tu prends du recul, bon, il y avait pas grand monde sur le marché, il y avait que de la télé-réalité. Et je disais, il faut absolument encadrer ces jeunes. Il y a des jeunes qui arrivent par milliers et qui sont perdus, qui ont entre 13 et 16 ans et qui ont une force de frappe colossale grâce au réseau. Et ça, tu l'as vu à quelle année, 2016? Ça, je l'ai vu... non, je l'ai vu avant. Je l'ai vu 2013. Ouais, c'est fort quand même. 2013, 2014, tu vois. Où Il y je avait voyais déjà, Maya Adorable arriver au bureau. Ouais. J'avais mis un tweet sur Maya Adorable. Ouais. Et je vois qu'elle m'a généré 109 codes promo. Ouais. Et elle est venue avec sa mère au bureau, Judith, que j'embrasse, qui comprenait pas, qui était dépassée. Et en fait, je dis, mais attends, on a fait un contrat avec Maya? Non, pas vraiment de contrat, mais comment PayPal, truc. Oh, bon, il n'y a aucune structure, il n'y avait rien. Et c'est à ce moment-là où, chez Rad, ça se passait pas bien, j'étais plus en adéquation avec la vision du patron, où d'ailleurs, je lui ai même dit, Anthony, il faut qu'on monte un truc. Il faut absolument qu'on monte une sorte de micro-agence. Okay. Et il m'a dit, retourne à tes ton patron une ouais, j'avoue, j'étais en mode, okay. moi, je suis très... en fait, tu sais, on n'a pas été bercés, nous, à cette époque, sur le scrolling là, que tu vois aujourd'hui, cette bulle d'entrepreneur que tu vois qui te conseille tous les jours sur faut faire ça, faut faire ci, faut travailler, faut te lever à 5 heures, faut boire du jus de poireau. Et, non, mais en fait, on n'avait pas de conseils sur les réseaux à l'époque. Donc moi, j'étais pas en mode ouais, je vais optimiser. Non, j'étais en mode la solution la plus simple, c'est de dire Anthony, vas-y, viens, on monte une agence. Et il m'a dit retourne à tes codes promo. Voilà. Merde. Et il y avait déjà à ce moment-là les agences d'influence, tu sais, Shona Evans, Will Evans. Oui, il me semble qu'il y avait Shona Evans. Pour être très honnête, comme c'était pas du tout un modèle pour nous, on l'a même pas pris dans le shot vision. Il me semblait qu'il y avait Webedia, mais pareil, on le voyait comme un mastodonte. On n'avait pas encore c'était plus gestion de chaîne, tu vois. Ouais, je vois. C'était plus gestion de chaîne. Et en fait, si tu veux, on a créé Follow sans réel modèle. Où on s'est dit, ok, on va être une agence on va être des agents au départ, hein, on va être des agents et on va essayer de rendre notre nom de boîte sexy avec un code couleur, avec une vraie love brand. C'est à la base, c'est ça, tu vois. Ok, ouais. Et ça a commencé, si je vous dis comment ça, comme les pires business qu'on avait démarré avec Sam, sur un canapé, avec la télé allumée, on parlait, après on s'arrêtait, enfin. Si vous voyez la création, c'est scandaleux. C'est loin de tout ce que tu vois sur les réseaux aujourd'hui où ils te disent reste focus, concentre-toi, coupe ton tel, lève-toi, travaille. Ouais. On n'avait pas ça. Donc en fait, on y allait sans même savoir ce que ça allait donner. Tu vois. Freestyle totalement. Décomplexé totalement. Tellement décomplexé que j'avoue à un moment donné, j'ai dit à mes potes, les mecs, venons se mettre dans la peau de gars qui sortent d'HEC et tout ça. Est-ce qu'ils auraient monté une boîte comme ça, là? Non. Ils auraient fait des tableaux, ils seraient venus en costume cravate. C'est toujours le stress de dire, on va faire un putain de tableau. Ouais, un tableau, on s'envoie des mails. Non, mais c'est vrai. Faut se rassurer, là. Faut faire s'envoyer des mails. Exactement. On communique plus par WhatsApp que des mails. C'était c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Ok. Et moi, il me semble que j'ai déjà entendu cette histoire. Qu'est-ce qui fait que ça décolle? Je crois qu'il y a un rapport. Il y a une histoire avec Maya aussi qui est un peu le catalyseur de cette histoire. Écoute, ce qui fait que ça décolle. Donc on parle de ça. Le nom Follow sort de Nathan. Et quand il nous dit Follow, on dit waouh, t'es un génie. En fait, tu sais, avant de, tu sais, quand tu cherches un nom de boîte. Moi, le conseil que je donne souvent, même si je prône de dire arrêtez de donner des conseils à tout le monde, arrêtez de suivre les conseils, mais j'avoue que d'avoir ton nom, ça te stimule direct. Ça te met dans un cadre et tu kiffes et ça te met des petits objets dans tes mails que t'envoies. T'as ton truc, c'est ton projet, allez, t'y vas, ça y est. Et j'avoue qu'il y a eu peut-être des centaines et des centaines de noms qu'on se donnait. Et si on l'appelait comme ça? Et si on l'appelait comme ça? Et si on l'appelait... Et pour la petite anecdote, je crois que je suis... je sais pas où je suis, je sais pas où je suis exactement, je crois que je suis devant ma télé, et on s'appelle pour la 1001e fois, et Nathan, il nous dit j'ai réfléchi, si on appelait ça Follow. Et là, les trois... L'illumination. Et là, on est en mode, limite, il y a une musique qui sort de la musique de la Ligue des Champions, tu vois, ou pas? Un moment. Ah là là, et on dit, mais frère, c'est extraordinaire. Follow, international, c'est un lien avec notre métier. Regarde, c'est pas pris. Non, c'est bon, c'est pas pris. Et c'est une boîte de dentaire qui fait ça. On peut go. Et c'était direct, tu vois. Ça te donne un truc pour démarrer. Et après, comment ça a commencé?
Et bah, effectivement, moi, tu vois, de mon expérience de chez Rad, je faisais un peu la passation en mode j'ai rencontré des créateurs, j'avais rencontré Paola, j'avais rencontré Maya, chez Rad, ils étaient très jeunes, ils faisaient leur business de suite, tu vois. Et je disais, bah, franchement, il faut les rencontrer et voir s'ils seraient OK pour qu'on les encadre. Et on a commencé avec Maya et Paola. Et en fait, ça a démarré vraiment comme ça. Et on s'est dit, putain, si Maya et Paola, on les cadre bien, si elles marchent, si la Gen Z arrive comme on le pressent, c'est-à-dire cette génération ultra connectée avec leur téléphone qui vont être que sur leur téléphone, bah normalement, ça devrait prendre, tu vois. Ouais, c'était un pari quand même. À l'époque, elles étaient déjà bien connues. Hein. 20 000 followers. Ouais, c'est fort. Mais c'était énorme, hein, 20 000 followers. T'étais là au l'époque. début, t'étais là au Ouais, moi, je trouve ça fort quand même que vous ayez eu ce La trempe, réflexe de se dire elles vont péter et du coup, il faut qu'on les encadre. Là, vous avez vu quelque chose on peut en pas dire nul que t'avais genre beaucoup de signes sur le marché quand même. Là, t'as vraiment, c'est du Nostradamus quoi. Il n'y avait pas de ce signe, Instagram, moment-là. ça venait de. Mmh, en fait, moi, mes signaux, c'était mon expérience, c'était avec Rad, Ouais. où je disais, les gars, je vous jure que ça se vend, faites-moi confiance, ça se vend, il y a des trucs qui sont vendus. Et je me rappelle à l'époque, Nathan, il me dit, mais Rub, tu vas prendre quoi? Enfin, tu vois prendre un client plus de 3 000 euros? Et tu sais, je me rappelle, on avait ce débat. Et je dis, mais oui, bien sûr, on peut lui prendre au moins 5 000 euros et faire des contrats à au moins 5 000, 6 000 euros. Quand je vois qu'aujourd'hui, on fait des contrats à 1 million d'euros. Ouais. Ouais, parce que aujourd'hui, tu dois rigoler en pensant, tu dois rigoler Mais en pensant ça. on en rigole encore, tu vois. Et en fait, si tu veux, et je peux pas non plus je saurais même pas dire le terme, mais Glorifier. dire que j'ai été visionnaire et tout, parce que je te le dis, quand on a lancé le truc, on était en mode décomplexe total. Ouais, c'est donc en fait, Je j'avoue. t'attendais à rien en fait. Non, je m'attendais à Ouais. rien. Je m'attendais à rien, jamais à ce qui se passe là, jamais, Ouais, jamais. ouais. Et qu'est-ce qui. C'est énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce qu'au début, là, on a compris que vous aviez 2-3 créatrices / créateurs et vous les encadriez, mais c'était pas très clair. Comment vous avez. Enfin, c'était quoi les offres avant, au tout début? C'est quoi les offres maintenant? Juste pour que les gens comprennent bien le chemin que vous avez fait. Ouais, bien sûr. Les offres avant, bah, au début, c'était on a des talents. Tu sais, au début, carrément, pour te dire, tout au début, c'était on savait même pas si on devait faire de l'exclusivité, pas d'exclusivité, tu vois. On savait même pas ce qui était le mieux pour nous, d'ailleurs. Donc, on avait des talents et on faisait cette phrase que je déteste, c'était on fait le lien entre les marques et les influenceurs. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment le terme, c'était influenceur. Ouais. Et on se rendait compte que c'était un casse-tête pas possible. Parce que du coup, on était les 4 au bureau. On avait pris une fille avec nous, qui est aujourd'hui ma femme. Très drôle, qui était Incroyable. même pas incroyable. C'était la petite sœur de ma meilleure amie. Et en fait, elle était R2. Ce qu'on appelle R2, c'était. Il y avait R2, R1. C'est un mécanisme qu'on a inventé de toutes pièces. Hein. Un côté marque et un côté talent. Ok. Et on appelait des marques et on leur disait est-ce que vous voulez bosser avec tel et tel créateur? Ok. Et il n'y avait pas cette notion à l'époque d'exclu, pas d'exclu. Et en fait, si tu veux, ça a commencé comme ça et on a très vite vu les limites de ce truc-là. C'était un casse-tête pas possible. Aucun annonceur n'était. Enfin, ils voulaient tous te la mettre à l'envers, Ok. appeler dans ton dos. C'était pas structuré. Et d'un coup, d'un seul, on s'est tellement arraché la tête qu'on a dit ok, on va accompagner des talents en exclu et on va faire que ça. Et les marques vont venir à nous. Au début, c'est ça. Et en fait, à chaque fois, on se remettait en question et on reposait les bases de notre business. Il n'y avait rien de figé. Ok. On était tellement décomplexés qu'on n'était pas en mode non, on a dit que c'était ça, donc on reste comme ça. Non, vas-y, on change. Ok, exclu, vas-y. On appelle les marques. Non, même pas. Vas-y, viens déjà, on voit ce qui peut se passer avec le trafic entrant. Viens déjà, on fait en sorte que Maya soit ultra satisfaite. On l'accompagne juridiquement, on l'accompagne sur sa DA, on l'accompagne sur ça. On est sérieux, on est pro, on est ultra loyal, il n'y a pas de coup bas, il y a des contrats. Et on affichait 30% à l'époque, toujours aujourd'hui, mais 30% à l'époque, quand les agents, enfin ceux qui arrivaient, parlaient de 15%, on était méga cher. Mais ça, c'était sûr. Par le coup, on n'a jamais changé notre position là-dessus, c'était de se dire, c'est bien de se revendiquer cher. C'est bien de se revendiquer cher parce que ça montre que, en fait, on va pas prendre ces 30%, les mettre dans nos poches, mais on va investir, on va développer et on va rester sur le long terme. On a une vision long terme et ce qu'on apporte, nous, les autres ne peuvent pas l'apporter. Voilà, c'était ça notre vision. Ok. Il y a quand même un truc super intéressant, enfin, je pense pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que la première pensée aurait été de se dire je contente au max les clients. Et là, tu as dit un truc ultra intéressant, c'est que tu t'es quand même dit directement je prends ultra soin de mes talents. Créateur. Ouais. C'est-à-dire que direct, genre ta presta, en gros, il y a ce que tu vends au client, mais ce que tu vends au client, en fait, c'est tes talents. Et du coup, tu apportes des trucs à tes talents, genre l'ADA, la structure juridique, tout ça. Je trouve ça ultra intéressant d'avoir cette réflexion. Bah, en fait, C'est c'était pas de te tout- dire,
il faut pas se dire. En fait, tu peux pas tout faire. C'est impossible de tout faire. Tu peux pas. Tu viens de démarrer. On avait mis 1 700 € chacun. C'était tout ce qui nous restait pour de vrai. C'est-à-dire, on n'avait pas un rond de plus. On galérait à prendre notre coworking. C'était très compliqué. Et on se disait, venez, on s'éparpille pas. Si on croit en ces talents, si on croit vraiment qu'ils vont monter, et si on les accompagne bien et qu'on est sérieux, ils seront avec nous dans 7 ans. Aujourd'hui, Paola et Maya sont toujours avec nous, tu vois. C'est ça notre vraie satisfaction. Ouais. Et on les a tellement bien encadrés qu'il suffit que Maya dise à ses copines et Paola dise à ses copines, franchement, ils m'ont promis des choses, ils tiennent, ils sont sérieux, il n'y a pas de coup bas, j'ai les contrats, j'ai accès à ma boîte mail. Et c'est comme ça réellement que le bouche à oreille, tu vois, ce marketing-là a fonctionné. Et c'est ça qui nous a amené un créateur, 2 créateurs, 3 créateurs. Et du coup, plus t'as de créateurs, bah forcément les clients arrivent. Et c'est cette boule de neige-là, c'est ce truc qui a fait que ça a pris, quoi. C'est marrant, t'as fait le pari de l'intégrité dans un monde où il y a eu de plus en plus d'argent. Ah ouais, non, mais ça, ça a c'était... payé. Ah, Au mais contraire ça, de c'est fou. Webedia, par exemple, Ouais. qui plutôt exploitait, si on peut dire ça, entre guillemets, les créateurs, tu vois. C'est intéressant, c'est ça aussi, je pense, qui a fait que les créateurs... Tu sais, c'était impossible de faire autrement. On était 4 mecs, gros caractère, tu vois, 4 mecs qui arrivent, qui vont voir une Paola, une Maya, ça fait peur, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir dit directement, on veut rencontrer ton père, voilà les contrats, voilà par qui on est accompagné, on fait un test et vous allez voir que ce qu'on dit est vrai. Transparence totale, voilà notre vision. Et vous allez voir qu'on est des gens sérieux, qui avons faim, qui avons la dalle, et on va amener votre fille très loin, et on va être comme des grands frères pour elle. Et de toute façon, tu veux que je te dise, moi je suis croyant, et je crois beaucoup au karma, enfin, à la bonne étoile, etc. Donc tout le monde me dit bravo pour ce que tu as fait, follow, tu vois. Et en fait, si tu veux, le bravo, je le prends bien sûr, parce que l'aventure, elle est extraordinaire. On a eu quand même une année très très difficile. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on a perdu un associé cette année. En fait, l'aventure follow, elle est très complexe. Elle est à la fois extraordinaire, mais terrible sur cette fin d'année. Et en fait, si tu veux, je m'attribue pas le mérite parce que je crois beaucoup. J'ai quand même la sensation que quand tu fais bien les choses et que tu es réellement bon avec les gens et que à chaque fois tu autocritique en mode est-ce que ce que je fais est juste, que ça soit avec un client, avec un collaborateur, avec un prestat, avec un salarié, avec un créateur. Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je suis droit? Et en fait, beaucoup ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quand tu es avec ton caractère, il faut savoir, tu vois, montrer les crocs quand tu dois montrer les crocs, c'est très important, sinon tu te fais bouffer. Mais je pense que tu dois être bon avec les gens, et quand tu es bon avec les gens, en général, il y a du bon qui t'arrive, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est question... Toi, tu dis tout le temps ça, la question de l'alignement avec soi-même. Moi, j'ai d'autres avis. Je pense qu'il n'y a pas de karma dans la vie, mais ouais, c'est une question d'alignement. Il y a une question de tu dois placer ton curseur, savoir qui tu es, tes valeurs, ce que tu fais pas, et tu dois jamais. Idée Roger, ouais. Ouais, en fait, tu dois jamais toucher l'eau tiède avec ton pied pour voir. 100%. Et en fait, le moment de ta vie où tu passes le pied de l'autre côté de la limite, c'est le moment où ton cerveau de plus en plus va dire c'est facile, je peux le refaire. Et en fait 100%. là tu te désalignes, tu commences à faire de la merde. Ouais, mais c'est... Il faut rester qui tu es. Après, chacun met son curseur où il Bien veut sûr. dans le truc, mais faut coller à ça, quoi. Et comment vous... Parce que là, tu nous as parlé du côté créateur. Donc là, j'ai bien compris la démarche côté créateur qui était précurseur... vous étiez précurseur à ce moment-là. Mais il y a un autre problème, c'est les marques. Comment vous allez les choper, les marques qui vous font pas confiance, je pense, au début? Non, nous, notre premier client, ça a été... Enfin, on l'a même mis dans notre film de 5 ans, c'était Follow n'ira jamais loin. Vous êtes la pire agence que... Bon, alors, il n'y avait pas que j'ai connu, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est une catastrophe. Vous êtes des charlatans. Et en fait, dans notre film des 5 ans, on l'a mis ce mail en gros, en gras. Et moi, j'étais en mode... putain, notre premier client, Et en plus, c'était un gros client, tu vois. Ouais. Ça te fait douter de ouf. Le fait d'avoir des associés avec toi, ça t'aide beaucoup, parce que seul... Je sais pas comment tu tiens une charge mentale pareille, tu vois. Donc en fait, tu te remets en question. Et après, il y a ce terme-là qui est quand même un terme extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la résilience, qui te dit je lâcherai pas en fait. Je lâcherai pas. Et en fait, comme on est des compétiteurs nés et qu'on n'est pas là pour... en fait, on n'était pas là pour jouer. Hein. On avait vraiment... on avait un besoin, c'était besoin de se trouver, besoin d'entreprendre. On avait besoin d'argent. Très honnête, on se le cachait pas. Et tu sais, on parlait de ça très ouvertement. Quand tu es dans ce mindset-là et de te dire, tu sais, encore une fois, il n'y avait pas ces vidéos-là qui te disent que l'échec, c'est bien. Tu ne voyais pas l'échec.
Tu ne voyais pas l'échec. Donc tu disais, ah, mais on lâchera pas. On est là pour gagner, on n'est pas là pour jouer. En fait, et donc, du coup, on va être encore plus pro, on va être encore plus sérieux. Encore une fois, si on croit en ces créateurs-là, on va les encadrer parfaitement et on va montrer aux marques, du coup, qui viennent les voir, qu'on est des gens extrêmement fiables et sérieux. Là où les marques se disaient, ils sont jeunes quand même, ils peuvent me faire des dingueries si je leur donne la parole sur ma marque. C'est compliqué. Et quand moi, je vais voir l'annonceur et je lui dis, faites-moi confiance, on va écrire noir sur blanc avec un contrat que Maya va dire ça, va mettre en avant cette marque de cette manière. J'ai 3 rendez-vous avec elle cette semaine, je vais vous envoyer les previews en avance. On va mettre une clause dans le contrat qui dit que on va vous envoyer un peu le résultat du travail, on vous fera des posts. En fait, c'est à ce moment-là où moi, j'ai mis le client ici, où en fait, si tu sers bien ton client et que tu le traites comme un roi, parce que c'est lui qui te donne à manger, tu t'en sortiras. Parce qu'on avait déjà fait cette première phase de créateur, où on réussissait à se caler là-dessus en mode c'est bon, on sait comment encadrer les créateurs et ils nous font confiance parce qu'on a fait nos preuves. Là maintenant, on va parler à des gens costume cravate, c'est un autre délire. Il faut se mettre dans la peau et comme moi je pense que c'est le théâtre qui m'a appris tout ça aussi. Moi mon asset c'est le commerce, c'est le commercial, c'est être vraiment un caméléon, te mettre à niveau à chaque interlocuteur avec qui t'es en face, essayer de se dire tu sais lui parler et tu sais lui montrer qu'il peut avoir confiance en toi. Et derrière il faut faire tes preuves. Et si tu fais tes preuves une fois et il se dit putain Ruben il m'a regardé dans les yeux, il m'a montré que je pouvais lui faire confiance, bah vas-y, je lui fais confiance. Et en plus de ça, ça marche. Donc pour eux, ils se disaient, j'ai un service qui est bien fait, qui est bien ficelé, avec une équipe de mecs cool, qui a l'air d'être cool parce que... Ouais, donc vous avez tout mis sur professionnalisme. Trop important, franchement. Okay. Et on n'était pas aidés, tu sais, on est 4 mecs... C'est bête, hein, mais t'es pas forcément aidé dès le départ. Tu te dis, tu peux ne pas avoir confiance, tu vois, très vite. Ouais, mais tu vois, moi, d'un point de vue extérieur, l'image que j'ai de Follow, et même pour être venu dans vos locaux, bon, c'était pas croisé, mais j'étais venu dans vos locaux. T'étais venu à Saulnier ou à Cadet? Il y a combien de temps? Il y a plus d'1 an. 1 an et demi, un truc comme ça. C'était. Ces locaux, il y avait un billard, il y avait une salle. Ouais, c'était à Saulnier. C'était les anciens? En fait, aujourd'hui, on a les deux, les deux. Mais ils sont collés. Ouais. Mais ouais, c'était les premiers, ouais. Okay. Historiques. Mais du coup, pour être venu sur les locaux, pour avoir même discuté avec du coup tes collaborateurs, etc., avoir bossé avec vous, vu la manière dont vous fonctionnez, même l'image que vous avez par exemple sur les réseaux sociaux, les gens dont ils parlent de vous, etc., on a cette dimension, je pense, luxe. Alors je pense que ça va te faire plaisir si je te le dis comme ça, parce que je pense que c'est l'objectif, je l'ai bien compris. Mais on a cette image luxe premium. Et là, dès le départ, vous aviez quand même cette mentalité, cet état d'esprit de fournir un service de luxe premium à vos clients dès le départ. Vous n'êtes pas issu du monde du luxe ou de l'hôtellerie. C'est fait exprès. Enfin, tu vois, moi, ça m'intéresse, tu vois. Parce que même tu l'as dit, tu as dit un truc qui va encore dans cette direction. Dès le début, il le dit, tu sais. Il dit, n'ayez pas peur d'être les plus chers à partir du moment où vous délivrez une qualité de service qui est supérieure. Comment tu as ce réflexe dès le départ? Enfin, parce que tu vois, au début, quand tu crées ton agence, tu te dis, vas-y, je vais être le moins cher. C'est pas le même contexte que maintenant, tu vois. Ouais. Le moment où il le crée. Ouais. T'as pas toutes ces infos-là, tu vois. Ouais, il y a ce switch de l'annonceur, c'est ça que je voulais demander. Mais au début, je pense que tu dois vachement convaincre. Parce que les mecs, c'est des tests pour eux, les budgets qu'ils te proposent. Tu faisais le... Enfin, c'était... Franchement, t'as tellement raison. C'était le travail qu'il y avait à faire avant. Ouais. Et maintenant, concernant le commerce et le fait d'essayer de convaincre quelqu'un de dépenser son argent... Ça doit rien avoir. C'est faux, ça n'a rien à voir. C'était juste, tu te mettais à 4 pattes pour le client. Vraiment, plus d'ego, plus rien. Et comment tu te dis, c'est ce qui dit Clément, comment tu te dis, vas-y, on part sur des trucs. Là, sur un truc. Alors, on augmente les prix, alors que les mecs, faut quand même les convaincre, faut éduquer là. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on n'était pas luxe puisque nos créateurs n'étaient pas luxe. Ouais. Ils étaient tous très jeunes. On faisait du lifestyle Gen Z. Limite, on était trop identifiés comme l'agence des petits jeunes, tu vois, au départ. Sauf que mes 2 associés, Nathan et Ruben, ils sortaient d'une expérience entrepreneuriale, d'une marque de chapeaux qui s'appelait Don Paris. Et c'était hyper bien fait. C'était vraiment des chapeaux, j'ai envie de te dire, presque de luxe. C'est un business quand même de niche, tu vois, on est sur des chapeaux. Ouais. Et on a toujours eu ce goût pour, notamment Nathan, qui était notre directeur artistique, qui, grâce à lui, Follow est ce qu'il est aujourd'hui, parce que lui, c'était le détail. Okay. Et en fait, son goût du détail, et nous, notre goût à Ruben, Sam et moi, pour les belles choses,
qui n'est pas attiré par les belles choses aujourd'hui? Si tu dois te poser la question, tu prends le marché, tu prends tous les Français, si tu restes en France, qui n'a pas d'amour ou de désir ou n'est pas attiré par les belles choses? Personne. Réellement personne. Et celui qui te dit pas moi, c'est un menteur. Et donc, du coup, en fait, nous, on était vraiment attirés par ce côté-là, de la mode, du service, des belles choses, des choses bien faites. Et en fait, moi, j'ai été du côté annonceur. Et j'ai eu affaire à des agences. J'ai eu affaire à des agences et j'ai eu affaire à des prestataires. Et j'ai vu la satisfaction d'être encadré par des gens ultra professionnels qui étaient des experts dans leur domaine. Et dans ma tête, je me suis dit, mais waouh, c'est un délire en fait. Jusqu'où le niveau de service peut monter, à quel point il n'y a pas de limite. Et ça, tu le vois dans les hôtels, tu le vois dans marques de luxe, quand tu vas acheter. Marques de luxe sur des produits aussi, quand tu vas acheter, ils sont 5 sur toi. Et en fait, notre volonté première, de par l'expérience de Rub et Nathan sur leur marque de chapeau, parce que c'était quand même très premium, et de par nous, notre désir de vouloir faire quelque chose qui sort des codes actuels, c'est de se dire, on va, même si l'agence n'est pas luxe, enfin, tu vois, au début, on n'avait pas de talent luxe, hein, vraiment, on se disait le service qu'on va fournir, c'est ça qui va être complètement différenciant de tout ce qui existe. On va pas se donner de limites dans comment tu vas encadrer un client. Le fait de... c'est tout bête, hein, mais comment tu vas lui répondre, la réactivité que tu vas avoir, le ton que tu vas employer, quand tu vas l'amener au restaurant. On était tout au début, on faisait des trucs de ouf pour nos clients, vraiment de ouf, où ils se disaient, mais attendez, j'ai l'impression d'être le roi roi d'Angleterre, c'est incroyable comment ils me traitent. Et c'est ce niveau de service-là, on se dit, c'est 5 étoiles. Si on arrive à être 5 étoiles sur nos clients et 5 étoiles sur nos créateurs, il n'y a aucune raison pour que ça faille à un moment donné. Ce n'est pas possible. Parce qu'on était au bon moment et il fallait juste se donner de la moyen d'y arriver. Il fallait investir, c'était pas évident. Parce que je peux te dire qu'à ce moment-là, tu vois, on parle de sélection de clients, mais nous, à cette époque-là, j'ai dû refuser honnêtement près de 2 millions d'euros, 3 millions d'euros de dropshipping, des dropshippers qui m'appelaient. Ah ouais. Mais c'était aberrant, enfin des trucs où je devais dire à mes associés, les gars, là il y a un mec. T'as su dire non. Hein. Et je crois que la marque, d'ailleurs je peux la citer, je m'en ouf, c'est No Code ou Bad Code, Bad Cop. Vous avez pas vu, ça a fait un buzz sur TikTok. Un mec qui a dépensé, je crois... Si, c'est bon, j'ai la vidéo. C'est bon. Ah, je savais plus que ça. Il avait un stock énorme là, ou je sais pas quoi. Un stock énorme. Ouais. Et je l'ai vu récemment et je dis, mais ce mec-là, et j'ai remontré les échanges WhatsApp. Le mec, il me proposait, je crois, 600, 700 000 euros. Ouais, c'est cool. Pour faire travailler tous nos talents. Et moi, je dois dire à mes associés, les gars, voilà, il y a 700 000 euros, on refuse. On est d'accord, on n'y va pas. Mais tu poses quand même la question. Tu sais, tu te dis, 700 000 euros, les gars. 700 000 euros, enfin, de quoi on parle? C'était à l'époque où on faisait 20 000 euros, 10 000, 15, 20 000 euros par mois. Ouais, ok. Ouais. Et donc, on a fait des choix, des sacrifices, et voilà, et ça a payé. C'est marrant, il y a des similarités avec le discours de Jérémy Bendayan hier qu'on a eu. Ouais, sur le service, je suppose. Ouais, qui nous dit, justement, en fait, il y a des moments, je pense qu'il y a des tournants dans ta carrière ou dans ta boîte où, en fait, il disait, c'est plus important de dire non que de dire oui. Mais bien sûr. C'est genre, en fait, si tu dis oui à ce moment-là, quand t'as ce choix-là, en fait, tu niques. Tu prends une autre direction totale, 100%. Tu prends un autre chemin. Toi, là, c'est une question qui m'intéresse, moi, personnellement, beaucoup. Si tu mets table rase sur Follow, là, sur tout ce que tu as, donc tu restes Ruben à ton âge, etc., avec ce que tu sais aujourd'hui, tu recrées une agence, tu repars sur ce modèle, entre guillemets, ultra luxe, avec un niveau de service hyper élevé, ou pas du tout maintenant? Si je repars sur un modèle agence? Ouais. C'est une très bonne question. Honnêtement, je pense que oui, sincèrement. Sauf que le luxe d'avant, même pas le luxe d'aujourd'hui, c'est encore plus exigeant. Et pour tout te dire, nous, sous Follow, là, ça va sortir dans pas longtemps, on a créé Follow Group. Un peu comme d'ailleurs Jérém, et on se suit pas mal sur ce qu'on fait, etc. Joe Group, ils ont créé. Et d'ailleurs, c'était une réussite absolue. Et nous, ça fait près d'1 an, et on l'a fait en sous-marin, qu'on a créé 4 entités à côté de Follow. 4 agences, en fait, si tu veux. Et en fait, les 4 entités, c'est une qualité de positionnement, de prestation, de communication qui vise l'excellence. Parce qu'on se veut, tu vois, on veut se démarquer à chaque fois comme ça, de cette manière-là. Je trouve ça compliqué, si tu veux, dans un métier de service, quand tu vas payer pour être... En fait, un métier de service, tu payes pour être aidé, pour être épaulé, pour être accompagné, pour qu'on te délivre une presta. Faut que la presta, elle soit canonissime. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Discord. Regarde, le premier choix se porte sur celui qui est le plus expert, celui qui t'accompagne le mieux, celui qui connaît le mieux. Et en fait, dans le service,
pour moi, le truc qui est game changer, c'est à quel point tu vises l'excellence. C'est comme ça, en fait, que tu fais appel à un service. Sinon, si tu fais appel à un service qui est médiocre et qui n'est pas 5 étoiles, qui est 3 étoiles, est-ce que tu fais vraiment appel à un service ou tu te poses la question de dire est-ce que je peux pas l'internaliser, est-ce que je peux pas le faire moi? Enfin, tu vois, je pense que c'est cette logique qu'il faut avoir. Et donc, si tu veux, nous, nos 4 boîtes, donc une boîte de célébrité marketing, dont je t'ai parlé avec Cédric et tout, une boîte de personal branding, une boîte de PR agency et une boîte de prod. Les 4, on a ce mindset-là de dire les amis, le client. Là, pour le coup, à part Andy, il n'y a pas de créateur de l'autre côté. Il n'y a que du client. Les gars, le client, il doit être là. Et on lésigne pas sur le client et on lui fait sentir qu'il est important. Parce que revenons à l'essentiel de qui vient, qui te donne à bouffer. T'as beau tourner, c'est le client en fait. Voilà, c'est tout simplement. Et je sais qu'il y a beaucoup de buzz en ce moment, tu sais, de dire ouais, mais il faut remettre l'importance du client à sa juste valeur, parce que si tu lui apportes un bon service, normalement il doit avoir un système d'équité entre le client et le prestat, parce que tu lui apportes un bon service, donc tu le rends. Sauf que la finalité, c'est que c'est lui qui te donne à bouffer, donc voilà, moi c'est ma vision. Juste pour rappeler aux gens qui n'ont pas, est-ce que tu peux dire combien vous faites à l'année peut-être sur le groupe? Ouais. Si c'est jamais. Ouais, bien sûr, on fait 28 millions d'euros à l'année. Sur le groupe, alors le groupe c'est tout récent, puisque les 4 entités, il y en a 2 qui ont 1 an et les 2 autres ont même pas 3 mois. Donc on fait 28 millions d'euros. Ça existe depuis 7 ans et demi, en tout cas Follow. On a bientôt 60 et quelques créateurs en exclusivité, près de 100 collaborateurs. Et voilà. Et les marques avec qui vous bossez actuellement, vous avez un secteur en particulier ou vous bossez avec des créateurs de tous les horizons, des marques de tous les horizons? On s'est sectorisé au fur et à mesure. On était très fort sur le lifestyle. Ensuite, on a commencé de plus en plus à accompagner des créateurs mode, avec des Alison Toby, des Mimière, des Carla Ginola, des MV Chang, des Caroline Hu, qui étaient vraiment spécialisés mode. Ça a été très compliqué de les convaincre parce qu'il fallait rejoindre une squadra qui était lifestyle. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'ego entre les créateurs de dire mais je veux pas me mélanger. Attention. Non, c'est bon. C'est bon. On a l'habitude. Je veux pas me mélanger un tel. Donc, une fois qu'on a réussi à les convaincre, c'était un gros travail d'Ania et Nathan, et les convaincre de dire que personne les encadrera mieux que nous. Toujours ce système d'excellence dans ce secteur du luxe. Et c'est un pari qu'on a pris et qu'on a tenu, et on est ravis parce qu'aujourd'hui, nos créateurs sont vraiment ravis. Là, on commence à travailler la food. On vient de signer Romeo Sun Food, un créateur dont je suis fan, qui m'influence moi-même dans mes achats. Voilà. Là, on va attaquer les mamans, parce que c'est un secteur... En fait, le but, c'est d'être les leaders Europe sur tous les créateurs de contenu, peu importe les catégories. Voilà. Donc, en fait, vraiment, la vision de Follow, c'est d'être leader Europe et d'avoir les meilleurs créateurs de contenu in-house. Ok. Vous aviez, quand vous avez lancé la boîte, vous aviez une vision, je te dis une connerie, allez, à 5 à 10 ans. Est-ce que vous avez dit, genre, on fait une agence, mais genre, on regarde l'agence ad vitam aeternam, on part sur une revente ou pas? Et est-ce que, du coup, ce que vous êtes dit au début, genre là, aujourd'hui, tu vois, la strat, elle a changé, c'est quoi la suite, quoi? Mais mec, on savait même pas ce que c'était une revente. Au on ne savait pas. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très dangereux ce qui se passe sur les réseaux. Et honnêtement, si tu me fais un flashback il y a 8 ans et tu me donnes tout ce contenu-là, je me serais jamais lancé. Pourquoi t'aurais... Ah putain, c'est... Comment tu fais? Mais comment tu fais pour... Qui t'écoute? Qu'est-ce que tu fais? Pour T'es trier. Figé. Mais pour trier. T'es figé. Mais je pense que t'as raison. T'as des conseils, mais t'as des conseils de tous les côtés. En fait, c'est une malédiction. Noir. Mais c'est une malédiction. Je vous dis la vérité. Moi, quand on me demande c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner, mais c'est de pas écouter les conseils. Mais non, n'écoute pas de conseils. Mais n'écoute pas de conseils. Franchement, n'écoute pas de conseils. On n'avait rien. On était nous. Tu t'associes avec des bonnes personnes, évidemment, parce que c'est la base, en fait. Et à partir de là, c'est limite, si tu te fermes, tu vas à fond, tu t'y vas. Mais là, les contenus qu'il y a aujourd'hui, je me dis, mais comment j'aurais fait pour lancer un truc? Ouais, il y aurait trop de trucs. Parce que tu fais que scroller. Déjà, t'es passif quand tu scrolles. Et en fait, tu le fais évidemment tous les jours et c'est pas possible. Tu t'en sors pas. Ça te rentre dans le crâne. En fait, ça te paralyse. En fait, la surinformation te paralyse. Ça te paralyse, exactement. Le fait d'avoir trop d'infos te paralyse, te fait culpabiliser après. Et en fait, t'attends des sons de cloche qui sont tellement différents. Parce que ce qu'un Ruben va te dire va pas être la même chose que notre mec. Et tu vas dire, mais qui je suis ils disent pas la même chose. Pourquoi? Et les deux ont réussi, donc j'écoute lequel? Comment je fais? Il y a des mecs que t'écoutes quand même. Honnêtement, que j'écoute, c'est-à-dire je vais. Ouais, tu consommes le contenu.
Franchement, tu vois, par exemple, moi, je pense que j'ai pas beaucoup de qualités, j'en ai une, c'est de connaître mes défauts. Ouais. Voilà, je connais mes défauts. Ça, genre, et je le dis, je le crie. On rigole avec l'équipe de com. J'ai pris d'ailleurs un bras droit qui s'appelle Alexia. Je sais que je suis pas organisé du tout, tu vois. Et c'était un complexe à un moment donné. Bon, bah, ça va m'arriver sur LinkedIn de regarder des créateurs qui sont ultra organisés et je vais un peu prendre des tips. Mais j'écoute vraiment personne Ok. sur ah tiens, tu vois. Bon, il y a des trucs qui vont m'inspirer, mais rien qui vont me faire prendre des décisions, si tu veux. Rien qui vont me faire C'est prendre des intéressant, décisions. ça. Rien du tout. Et honnêtement, je sais pas comment un jeune fait aujourd'hui avec toute cette information. Ça te paralyse, ça te met une pression de dingue. Parce que quand tu scrolles, tu vois que Complexe. des mecs qui ont réussi. Et en fait, tu vois un mec qui a 100K sur TikTok qui fait des millions de vues, tu te dis putain, lui aussi il a réussi, lui aussi il a réussi, putain, il faut absolument que je réussisse. Nous, on n'avait pas tout ça, Dieu merci. Et on Ouais, s'en puis est toi, bien quand sorti. t'es en bas, tu regardes les mecs qui sont en haut. Et en fait, tu regardes pas le mec au moment où lui il commence. Et du coup, t'es toujours en train de te dire ah, mais attends, lui il fait 10 millions, attends, lui il a. Et puis il tant y aura d'abonnés. toujours un mec qui fera plus Ouais. d'argent que toi ou qui Non, fera mais plus de c'est- trucs que toi. Non, mais Alors que c'est- le mec qui fait 1 million, il s'est lancé, il avait 5000 abonnés, tu vois, à un moment donné. Non, mais surtout, moi, je dis juste aux jeunes, décomplexez-vous. Le temps que t'as. 2016, vous lancez 2016, ouais, Ouais, exactement. ça fait presque 10 ans où vous avez eu l'idée. Ouais, À un moment ouais. donné, il faut aussi prendre le temps, dézoomer bien sûr, et prendre se le dire, temps. regarde, la réussite elle est là, certes, mais frérot, ça fait 10 ans que je cravache, tu vois. Non, mais c'est ça. Et surtout, encore une fois, le lancement, bon, bah, c'était en mode, tu parles, t'es entre nous, tu parles, et à un moment donné, bah, tu passes à l'action et tu prends le temps qu'il faut pour passer à l'action. Et tu t'essayes de t'épauler les uns les autres sans regarder ce que les gens font et t'essayes de faire bien les choses à ton échelle. Évidemment que si tu peux regarder... En fait, aujourd'hui, c'est vrai que tout est devenu ultra concurrentiel, j'ai l'impression. Enfin, moi, quand je regarde les agences d'aujourd'hui, c'est un délire. Quand je tournais ma tête il y a 5-6 ans, il y avait 2 agences qui se battaient. Là, aujourd'hui, je tourne ma tête, il y a 200 agences qui sont là, tu vois. Dieu merci, je tourne encore ma tête derrière. Mais, C'est bien, ça. C'est voilà. un flex, ça. Dans le rétro. Voilà, je regarde encore dans le rétro. Mais honnêtement, décomplexez-vous, faut arrêter. Faut pas trop se prendre la tête, quoi. Faut pas trop se prendre la Ouais, tête. donc vous avez lancé Follow vraiment sans vous dire on va là-bas. Et là, maintenant, là, ça cartonne. On va où dans 5 ans, tu vois? Alors là maintenant, donc comme je te dis, on savait même pas ce que c'était une revente. Ouais. Pour le coup, là, je vous dis, le costume cravate, c'était pas notre monde du tout. On n'avait aucun terme, ni juridique, ni financier. On connaissait rien de tout ça. On était juste un peu curieux. On était cool, on était sérieux. On avait les mêmes valeurs les 4. Ok. Je pense que ça, c'est game changer aussi, tu vois. Ouais. Plutôt que de te dire, ouais, les compétences. Non, mais on avait les mêmes valeurs. On savait, enfin, tu vois, on avait des valeurs familiales. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de follow familier, etc. Ce qui fait que rien n'a jamais été au-dessus de nos valeurs. Et en fait, tu vas partir de là, du coup, on s'est jamais embrouillé, tu vois. Et à partir de là, tu rentres dans un truc et au bout de 3-4 ans, nous, tu sais, il y a 3 ans, on a rejoint EDG, European Digital Group. Mais pareil, on savait pas. On a fait une rencontre. J'ai fait une rencontre avec un mec qui s'appelle Vincent Klingbeil. Homme le plus bienveillant sur Terre. J'insiste sur Terre. Pas en France, pas en Europe, sur Terre. Et quand tu as eu l'habitude de rencontrer que des enculés et des gens malveillants, tu vois qu'ils veulent pas ton bien, tu essayes de capter ce truc. Et lui, tu vois que c'est un mec qui veut profondément faire du bien autour de lui. Tu le rencontres, ça fit, tu le présentes à tes associés, ça fit plus que ça. Il te parle d'une aventure et de te dire que comment tu vas passer de 5 millions d'euros à 100 millions d'euros. Et là, il connaît des choses qu'on ne sait pas. On capte tout de suite qu'il va t'amener dans un monde que tu n'as pas l'habitude. Sam, Rub et Nathan viennent de Nogent. Moi, je viens d'Affortville. On vient de banlieue les 4. On est loin de tout ça. Moi, j'étais le plus proche parce que j'ai fait une école. Les 3 n'ont pas fait d'école. Ok, ouais, c'est intéressant. Voilà, ça. les 3 n'ont pas fait d'école. Et en fait, tu te dis, ok, vas-y, on va aller les chercher. On va aller là-bas et on va pareil, caméléon, on va se mettre à leur, tu vois, on avait ce petit complexe quand même de dire, putain, il faut, tu vois, faut mettre une cravate. Bon, on n'a jamais passé le stade de cravate, on n'a jamais mise, mais en tout cas, voilà. Et quand tu rejoins EDG, tu rencontres des gens que tu n'as pas l'habitude de rencontrer. Là, pour le coup, des gens inspirants. Tu n'es pas sur les réseaux, tu es en réel. Des gens qui ont fait fortune, qui ont réussi. Et en fait, même ceux qui n'ont pas réussi, certains, tu vois, qui ont connu des échecs, etc., ultra inspirants. Et tu rencontres ces entrepreneurs-là. Et là, tu comprends un peu comment il faut... d'échelle, en fait. Ouais, tu changes Ouais, complètement tu changes d'échelle. d'échelle. Et là, on rentre dans un autre monde. On était dans une galaxie. C'est une galaxie EDG. Et d'ailleurs, je remercie encore Vincent qui nous a permis Il nous a fait de tout confiance, ça, ouais, qui nous a fait confiance, que aujourd'hui je suis comme un mentor
En fait, voilà, on vient de là conclure aussi une entrée au capital, la Tour Capital. Donc en fait, il y a 2 gros fonds qui sont Montefiore et la Tour Capital qui ont investi chez EDG. Et c'est une opportunité énorme pour nous encore de rencontrer des gens, de franchir des limites et d'aller chercher les étoiles, tu vois, parce que c'est ça aussi qui nous anime. Ouais, vous voulez faire quoi après? Vous voulez revendre Franchement, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de créer, Okay. innover. Il n'y a plus de dimension financière en fait à ce niveau. Ouais, en fait, non, à ce niveau-là, il n'y a plus de dimension financière. En fait, ça a tellement dépensé. Soit vous vous attendiez à rien, ça a tellement dépensé ce à quoi vous attendiez pas qu'en fait, je te jure, je continue. Moi, je te jure, aujourd'hui. C'est déjà bien plus haut que mes attentes. C'est largement plus haut que nos attentes et je te jure que avec ce qui nous est arrivé cette année, je vous jure, on était à 2 doigts de dire on arrête tout. Tu vois. Et en fait, on se disait. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'aventure que tu es en train de vivre là, le fait que tout le monde soit en bonne santé, que tu kiffes avec tes potos. On se rend jamais compte. En fait, on ne se rend. On regarde le point, on va aller le chercher, on se bagarre, on se lève le matin, on va le chercher, mais tu ne te rends jamais compte que ce que tu vis est extraordinaire. Jamais, jamais. Tu regardes tes problèmes, du quotidien, mais jamais tu te dis putain, mais mec, c'est énorme ce qui m'arrive. Et en fait. Ouais, je pense que ce qui s'est passé, ça nous a remis complètement d'écart. Donc, oui, tout m'anime. Et pour te dire, c'est plus de dimension financière. On a créé un TikTok, ça fait 3 mois qu'on est dessus avec Amel, Alexia et l'équipe com. On dirait un gosse. Non, mais on dirait un gosse, tu vois. On a fait 100 000 vues, ça a marché, les gens sont contents. Tu vois, ils ont été innovants, on a diverti les gens. Et voilà ce qui m'anime, en fait, tout simplement. Ouais, mais c'est... Allez voir le TikTok, il est très drôle. Ça fait plaisir. Tu vois, c'est pas de la lèche. Je l'ai vu. Ouais, je n'avais pas rencontré Ruben. Ce matin, il m'a dit putain, c'est un truc de ouf. Non, mais franchement, ça fait plaisir, tu vois. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait me lever le matin, c'est me dire tiens, on va avoir des idées. Et en fait, je trouve que Follow te donne une liberté. J'ai une chance énorme de faire le métier que je fais. Et en fait, je dis à mes employés, vous avez une chance énorme d'être dans cet écosystème. T'as pas de limite de création. Ouais, c'est vrai. Tu peux tout faire dans une agence. Tu peux à la fois penser à une activation pour le Festival de Cannes, pour le Cannes Série, pour sur n'importe quel marronnier, tu peux créer, tu peux faire un truc de dingue pour Halloween, tu peux aider des gens dans la rue avec des créateurs, tu peux faire de l'influence positive sans limite. Il y a trop de choses à faire avec Follow. Et moi, je dis que vraiment Follow, bien utilisé entre les bonnes mains, et j'estime qu'il est entre les bonnes mains. On n'a pas trop conscience de ce que peut faire l'influence positive. Ouais. Bah écoute, moi ça me paraît super comme mot de fin là en vrai. Moi j'ai une dernière question. Vas-y alors pose ta dernière c'est une question, c'est un peu plus perso, mais vas-y, je t'en prie. Imaginons là tu reviens dans le temps, tu peux voir le toi de 16 ans, tu lui dis quoi? Et si tu peux aller plus loin dans le temps et du coup voir le toi dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Toi qui as 16 ans, toi qui as... Putain, ça me fait trop plaisir. T'as dit la même réponse que moi. Je ne dis rien du tout. Je le laisse tranquille à 16 ans. À 16 ans, tu le laisses tranquille. Je le laisse tranquille et je lui dis... je lui dis... Tu sais qu'il n'y a personne qui répond ça. On l'a posé à... Déjà, tout le monde répond un truc différent à ça. Donc c'est très bien. Et là, vous avez la même... C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a la même réponse. Qui a répondu ça comme moi. Bah, en fait, non mais pourquoi et ça va dans le sens de ce que je disais, c'est que... Et tu vois, je viens d'avoir une fille. Enfin, je viens d'avoir une fille qui a 1 an. Bon, déjà, c'est un truc qui bouleverse complètement ta vie et ça te... Enfin, moi, tu me demandes qu'est-ce que je dirais aux jeunes de 16 ans, etc. Putain, mais t'as 16 ans. En fait, t'as 16 ans. Faut arrêter de matrixer... faut arrêter de matrixer les gens. Et en plus, même là, je trouve qu'on matrixe beaucoup les gens pour être entrepreneur. Tu vois, pour... allez-y, fais ton truc, crée ta boîte, etc. Tu peux être heureux dans n'importe quel domaine. Si t'es bien avec toi-même, bien avec ton corps, bien avec ton cœur, bien avec ta tête... Tu peux avoir la plus belle vie du monde en étant employé. Tu peux avoir la plus belle vie du monde en faisant il faut juste faire te laisser vivre et faire ce qui te plaît et en fait ne pas te donner de limites, avoir une confiance en toi absolue, vraiment avoir une confiance en toi absolue. T'es un être humain capable de tout, vraiment capable de tout. Et comme j'ai dit, d'avoir des bonnes valeurs, forcément c'est important parce que ce que vont t'inculquer tes parents, etc. Essaye de te dire je vais être une bonne personne sur cette terre et derrière moi à 16 ans je me laisse vivre, je kiffe ma vie, jamais de la vie je me matrixerai à dire
dès maintenant, lève-toi à 6 heures, mange des brocolis. Ça pouvait être. C'était pas une réflexion entrepreneuriale. Ok, dis-moi. C'est genre, tu vas voir le toi de 16 ans, tu peux lui dire ce que tu veux. C'est pas forcément un mec lance-toi dans le business. Non, tu peux alors, lui dire fais attention à ça, tu dis ce que ouais, tu bah, veux. je lui C'est un peu perso, quoi. dirais continue. Enfin, vis ta vie. T'inquiète pas, ça Tout va ira passer. bien. Voilà, là, ce que je lui ça va dirais, c'est que passer. tout ira bien. Ouais, Tout se passera bien. Et à toi dans 10 ans T'as pas de regrets. Et comment? À toi dans 10 ans, tu lui dis quoi? Attendez, aidez-moi. À moi dans 10 ans. Ouais, Là, dans aujourd'hui 10 ans. Ouais. Tu Dans vois le toi 10 plus ans. vieux de 10 ans, là, tu lui dis quoi? Ah, ok, waouh. Eh ben franchement, je lui dirais putain, waouh. Je dis waouh, tout ce qui s'est passé, tout ce que t'as vécu, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Sois fier de toi, continue de prendre soin des tiens. Toujours pareil, sois bon avec les gens, prends bien soin de ta famille et essaye de vivre le plus longtemps possible pour faire des bonnes choses. Donc continue à faire ce que tu fais. Et voilà. Génial. Donc, t'as pas de regrets dans ta vie et ta valeur la plus haute, c'est la famille. Ouais, ça c'est certain. Ma valeur la plus haute, c'est ma famille, c'est certain. Bah, pour moi, c'est la base de C'est tout. bien cette quand tu question. réalises ça, ouais, parce que Ouais. là, il vient de te dire C'est le t'as premier pas de truc, regrets. Ouais, Et bien ta sûr. valeur, c'est la C'est les famille. deux trucs de cette question, en fait. Il C'est a vrai pas de que- regrets dans la vie. Son truc le plus haut dans sa pyramide, c'est la famille. Ouais. C'est le Donc, plus haut. c'est que Et c'est la famille. Et dans la famille, T'inclus amis et ouais, follow. j'inclus Ouais. amis. Enfin, Oui. ouais, bien sûr, La famille biologique, la famille que tu choisis. Exactement, la famille que tu choisis, parce que pour le coup, les amis, les gens que tu rentres dans cette Complètement. case famille, il y en a beaucoup. Et c'est ce qui te fait avancer, c'est ton moteur, c'est ce qui te fait avancer dans ta vie. Moi, je sais suis qu'aujourd'hui, d'accord. ma fille, mes parents, ma soeur, mon frère, ma femme, Mhm. ça, c'est ce qui te permet d'aller en fait sur la lune. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des situations qui sont différentes, qui ont peut-être pas des cadres familiaux. Bien sûr. Mais il faut se trouver ta ça famille. se passe bien, tu vois. Mais du Ouais. coup, tu peux toujours trouver ta famille trouves avec ta les gens famille. que toi tu choisis. Ouais, exactement. Donc ça, ouais, Exactement. Ok. bah, c'est good. Bah écoute, ouais, merci en tout cas. Merci C'était à vous, top. les gars, Ouais. c'était un plaisir. Merci discussion. Franchement, c'était un plaisir. Ultra Et intéressant. puis voilà. hein. Allez regarder le TikTok de Follow. Ouais, allez voir le Ouais. TikTok. Et Allez, donner de la commentez force. fort. Bah, merci en tout cas. ça Merci fait plaisir. beaucoup, merci les frérots. Ouais, c'était cool. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu en tires des bonnes leçons. Si jamais tu veux en savoir plus sur notre incubateur d'agence Le Charbon, je te laisserai aller dans la description. Il y aura un petit lien sur lequel tu trouveras toutes les informations. Je te dis à une prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.